Le contrat de travail. Oui. Avant de voir le contrat de travail, on a d'abord vu ce qu'est le contrat. Et quels sont les critères du contrat? Combien de critères pour le contrat? 4 critères. 4 critères du contrat. Ces critères du contrat sont les critères du contrat sont Fatim, les critères du contrat sont oui, si vous voulez. Là, là, le consentement. Oui. L'objet, oui. La capacité, la cause. Consentement, objet, capacité et cause. Donc, ce sont les critères du contrat. Pour qu'on puisse parler de contrat, il faut toujours une capacité, un consentement, un objet et une cause. Si l'un de ces critères pose problème, le contrat a un problème. Parfois, le contrat est nul, parfois, le contrat est vicié. Donc, les vices du consentement sont euh, l'erreur, le dol et la violence. Si le consentement est donné par erreur, il peut s'agir d'un vice du consentement. Ça dépend si l'erreur porte sur une condition substantielle du contrat. Si le consentement est donné par violence, également, ce consentement n'est pas valable, donc le contrat devient nul. Si le consentement est donné par une absence de capacité du mineur, le contrat est annulable. Cela veut dire qu'il n'est pas nul forcément, ça dépend du type de contrat. Souvent, on regarde quel est, comment dire, quel est l'intérêt du mineur. Si le mineur n'est pas lésé, le juge peut décider de ne pas annuler le contrat. Si l'annulation du contrat cause plus de dommages que son maintien, le juge peut décider de ne pas annuler le contrat. Il y a également l'objet qui peut être illicite est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, ou bien est contraire à l'ordre public, disons, et aux bonnes mœurs. La cause, c'est la même chose. La cause peut être illicite si elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc, dans ces cas-là, le contrat encourt la nullité ou l'annulation. D'accord. Donc, le contrat de travail est d'abord un contrat avant d'être un contrat de travail. Donc, il faut ces conditions-là, il faut ces critères-là, il faut que ces critères-là, ces conditions-là soient d'abord remplies avant de parler de critères spécifiques, puisque ce sont des critères communs à tous les types de contrats. Maintenant, quels sont les critères spécifiques du contrat de travail? Quels sont les critères spécifiques du contrat de travail? Il faut quelle autre condition supplémentaire à part ces cas? Le lien de subordination qui est la condition nécessaire et suffisante.
il faut absolument un lien de subordination pour pouvoir parler de contrat de travail. Et quoi encore? Il faut la prestation de travail, puisque c'est l'objet même du contrat. Sans cette prestation de travail, on ne peut pas parler de contrat de travail, parce qu'il n'y a pas de contrat de travail sans travail. Et ensuite, il y a la rémunération, puisque un contrat de travail n'est jamais à titre gratuit. Sinon, on ne parlerait pas de contrat de travail, mais de bénévolat, tout simplement. D'accord? Et quoi encore? Est-ce qu'on en vient encore? Le pouvoir de direction. On a parlé du pouvoir de direction. Le pouvoir de direction est relatif au lien de subordination. Et quel autre pouvoir en rapport avec le lien de subordination? Le pouvoir de sanction. Le pouvoir de direction, c'est le pouvoir de donner des règles, de fixer des règles, comme les heures de descente, les heures de pause, les heures auxquelles le travail doit être fait. Quel est le règlement intérieur? Évidemment, le règlement intérieur ne peut pas violer des lois impératives, encore moins des lois constitutionnelles. Donc, il faudra que le règlement intérieur puisse respecter l'ordre public et le bonne mœurs. Alors, ce pouvoir est appelé pouvoir de direction. Maintenant, en cas d'écart, le fait que le patron puisse infliger des sanctions, par exemple, si vous venez en retard ou si vous ne respectez pas les horaires ou si vous ne respectez pas les délais, tout ça, ou la charge de travail, etc. La possibilité qu'a le patron d'infliger une sanction, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de sanction. Donc, ces deux pouvoirs sont en rapport avec les liens de subordination. C'est bon. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on a vu encore? Le principe de réalité qui veut dire quoi? Je ne vous entends pas. Le principe de réalité veut dire quoi? C'est-à-dire, expliquer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il y a un conflit portant sur la qualification du travail, le juge se base sur le principe de la réalité, sur la réalité des faits. La simple dénomination du contrat ne peut pas permettre aux deux co-contractants, oui, bonjour Madame Dion, ne peut pas permettre aux co-contractants de se soustraire du droit du travail, des conditions parfois jugées trop rigoureuses du droit du travail. En d'autres termes, le patron ne peut pas simplement, en qualifiant le contrat de prestation de service, se soustraire des règles qui régissent le droit du travail. Le juge se base sur la réalité des faits. Et souvent, ce qu'il cherche, c'est la présence ou l'absence du lien de subordination. S'il y a le lien de subordination, il qualifie le contrat de travail. S'il n'y a pas de lien de subordination, il qualifie le contrat d'autres choses, soit de prestation de service, soit de contrat d'entreprise, etc. Et quoi encore? Comment? La conclusion du contrat de travail, oui, est consensuel. Donc, en principe, le contrat de travail est consensuel. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de l'écrire. Cela veut dire qu'il y a en principe, le contrat de travail n'a pas besoin d'être écrit.
d'accord? Sauf qu'il y a des exceptions. Donc, ça, c'est le principe. Le contraire de consensuel, c'est formaliste, d'accord? Donc, euh, consensuel veut tout simplement dire consensus. C'est-à-dire que s'il y a un accord, le contrat est valable. Je suis d'accord avec vous qu'à la fin du mois, vous me payez 50 000 francs et moi, en retour, ma prestation de travail, c'est de gérer la propriété de la maison, la cuisine, le linge, etc. Donc, même s'il n'y a pas d'écrit, c'est un contrat de travail. Ce qui veut dire que le contrat de travail est, en principe, juste consensuel. Toutefois, il y a des contrats de travail qui sont obligatoirement formalistes, comme des contrats de travail qui sont obligatoirement formalistes, comme quels sont les contrats de travail, quels sont les types de contrats de travail pour lesquels l'écrit est obligatoire. Vous ne savez pas? Hmm? D'engagement, le contrat d'engagement à l'essai. C'est le contrat d'engagement à l'essai. C'est l'exemple type, c'est le CDD, le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. En l'absence d'écrit, on considère que c'est un contrat à durée indéterminée, n'est-ce pas? Tous les contrats qui ne sont pas écrits sont considérés comme des contrats à durée indéterminée. Maintenant, pour le CDD, il y a l'obligation de limiter le renouvellement à un. Donc, un seul renouvellement est permis. Il y a également des exceptions pour ce principe, comme les contrats, comme les contrats saisonniers, hein, n'est-ce pas? Et également les contrats dans le milieu hôtelier. On peut également parler des contrats dans le milieu touristique de manière générale. Par exemple, si vous avez une agence et que vous avez besoin d'un guide touristique, vous pouvez embaucher le guide touristique pour la saison touristique. Mais on ne peut pas vous obliger de l'embaucher durant toute l'année, pendant toute l'année. Quoi encore? Les obligations des parties. Donc, l'obligation du travailleur, l'obligation de l'employé, c'est la prestation de travail. Et l'obligation de l'employé, c'est quoi? Fournir le travail et la rémunération, affilier le travailleur et à la protection sociale. C'est ça. Et pour le travailleur, c'est quoi? La prestation de travail. Oui, c'est la prestation, oui. Et quoi d'autre? Garder les informations confidentielles. C'est tout. D'accord. Mhm. Quoi encore? D'accord. Donc, grand 4, l'extinction du contrat de travail. Vous notez? Donc, vous mettez le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée
CDD. Donc le CDD peut prendre fin, peut prendre fin, prendre fin avant l'arrivée du terme, avant l'arrivée du terme, dans les cas suivants. Avant l'arrivée du terme, dans les cas suivants. Avant l'arrivée du terme, dans les cas suivants. Tiré. Les parties peuvent revenir sur leurs engagements antérieurs. Les parties peuvent revenir sur leurs engagements antérieurs. C'est-à-dire que si vous décidez de commun accord, que vous mettez fin au contrat, vous pouvez le faire. C'est la liberté contractuelle. Donc, les parties peuvent revenir sur leurs engagements antérieurs. Les parties peuvent revenir sur leurs engagements antérieurs. Tirer. On a tiré. En cas de faute lourde, en cas de faute lourde, en cas de faute lourde, en cas de faute lourde qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. En cas de faute lourde qui rend impossible la poursuite du contrat. En cas de faute lourde qui rend impossible la poursuite du contrat. En cas de faute lourde qui rend impossible la poursuite du contrat. On a tiré la survenance d'une force majeure. La survenance d'un cas de 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 force majeure. Vous signez un contrat. Avant la fin, vous signez un CDD. Avant la fin du CDD, vous partez en voyage. C'est un cas de force majeure. Vous ne pouvez plus continuer le contrat. Ou bien si le patron décède ou le travailleur décède, on ne peut plus poursuivre le contrat. S'il devient fou, on ne peut plus poursuivre le contrat. Donc, il y a beaucoup de cas de force majeure qui peuvent survenir. Accident, invalidité permanente, tout ça. Donc, la survenance d'un cas de force majeure. À la ligne. La rupture du contrat à durée indéterminée, donc CDI, vous allez à la ligne. La rupture du contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat à durée indéterminée. Qui est à exécution successive, qui est à exécution successive, peut intervenir à tout moment. Qui est à exécution successive. Le CDI est à exécution successive. C'est son caractère. Qui est à exécution successive peut intervenir à tout moment. Peut intervenir à tout moment. Peut intervenir à tout moment.
peut intervenir à tout moment à la ligne. La maternité, la maternité, la maladie, la grève, suspendre le contrat, suspendre le contrat, suspendre le contrat, suspendre le contrat. Qu'on se comprenne bien. Il y a ce qu'on appelle la suspension du contrat et la rupture du contrat. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Il y a une différence entre la suspension du contrat et la rupture du contrat. La suspension du contrat peut tout simplement dire qu'il y a une pause, mais le contrat est toujours là. La rupture du contrat, c'est qu'il y a extinction du contrat. Il n'y a plus de contrat du tout. Donc, la maladie, la grève, la maternité. Donc, suspendre juste le contrat. D'accord? La rémunération est due lorsque le salarié n'a pas voulu cet événement. La rémunération est due lorsque l'événement, la rémunération est due lorsque l'événement est survenu. La rémunération est due lorsque l'événement est survenu, indépendamment de la volonté du salarié. Lorsque l'événement est survenu, indépendamment de la volonté du salarié. Lorsque l'événement est... Je dis quoi? Lorsque l'événement est survenu, voilà, indépendamment de la volonté du salarié. Bon, pour la maternité, on ne peut pas dire que c'est indépendamment de la volonté du salarié, mais c'est prévu par la loi. Donc, c'est encadré par la loi. On ne peut pas, euh, on ne peut pas licencier une femme juste parce qu'elle est tombée enceinte ou parce qu'elle vient d'avoir un enfant. Par contre, s'il relève de sa volonté, par exemple la grève relève de la volonté du travailleur. On ne peut pas considérer la grève comme un événement qui survient indépendamment de la volonté du travailleur. Donc, par contre, s'il relève de sa volonté, par contre, s'il relève de sa volonté, entre parenthèses, la grève, entre parenthèses, la grève. La rémunération n'est pas due. Par contre, s'il relève de sa volonté, la rémunération n'est pas due. La rémunération n'est pas due. N'est pas due. Ça veut dire que le patron ne doit pas une rémunération au gréviste. La rémunération n'est pas due. Sauf si le patron, sauf si le patron accepte, sauf si le patron accepte de payer les jours, de payer les jours perdus. Sauf si le patron accepte de payer les jours perdus. Sauf si le patron accepte de payer les jours perdus.
Mettez grand A, la démission. Grand A, la démission. Grand A. Grand 4, grand A. Hmm? Grand 4, extinction, grand A. La démission. Le salarié peut démissionner en respectant un délai de préavis. Le salarié peut démissionner en respectant un délai de préavis. Vous ne pouvez pas démissionner du jour au lendemain. Il faut donner un délai de préavis. Le salarié peut démissionner en donnant un délai de préavis. En respectant un délai de préavis. Le salarié peut démissionner en respectant un délai de préavis. Un délai de préavis. Préavis. Préavis pour la démission, préavis de grève. Donc, un délai de préavis. La démission doit résulter. La démission doit résulter d'un acte univoque. La démission doit résulter d'un acte univoque. La démission doit résulter d'un acte univoque exprès. Exprès. D'un acte univoque exprès. Ça veut dire qu'on ne peut pas contraindre le salarié à démissionner. Ça doit être une décision qui est unilatérale, hein, et qui est fait exprès, qui n'est pas forcé. Hein. Univoque, exprès. Univoque, virgule, exprès. Notez plutôt express. 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 Univoque, express. Exprès, oui. Express veut dire, si on met express, cela veut dire que la démission ne peut pas être, comment dire, le mot m'a échappé. Cela veut dire que le salarié doit expressément manifester sa volonté de démissionner. Donc, par écrit. Cela doit se faire par écrit ou même parfois oralement, mais ça doit être exprès. On ne peut pas dire que le salarié a démissionné juste en recoupant des indices. Oui, le mot, c'est ça. La démission ne peut pas être déduite d'un certain type de comportement. La démission ne se déduit pas. Il faudra toujours une volonté expressément manifestée par écrit ou oralement. Vous pouvez dire, si votre bonne vous dit, Madame, je démissionne, ça c'est express. Mais juste parce que votre bonne refuse de faire certaines tâches, refuse de respecter les horaires, refuse d'exécuter vos ordres, vous ne pouvez pas déduire de ces comportements-là que votre bonne a démissionné. Si vous voulez le sanctionner, vous pouvez constater ses fautes et la licencier. Par contre, vous ne pouvez pas dire que comme elle ne respecte pas les ordres que je lui donne, cela signifie qu'elle a démissionné. Donc, la démission doit être expresse. Comment?
Express. Non, express veut dire que cela doit être exprimé de manière claire. Hmm? Express, c'est le contraire de tacite. C'est le contraire de tacite. Le salarié n'a pas besoin d'un motif légitime. Le salarié n'a pas besoin d'un motif légitime pour démissionner. Le salarié n'a pas besoin d'un motif légitime pour démissionner. N'a pas besoin d'un motif légitime pour démissionner. N'a pas besoin d'un motif légitime pour démissionner. Ma bëggoon liggéey bëggatuma liggéey tout simplement. Ainsi, il peut demander à l'employeur Ainsi, il peut demander à l'employeur de le libérer simplement et immédiatement. Ainsi, il peut demander à l'employeur de le libérer simplement et immédiatement. Ainsi, il peut demander à l'employeur de le libérer simplement et immédiatement. Toutefois, démissionner sans préavis peut occasionner certaines conséquences. D'accord? Donc, le travailleur peut demander à l'employeur de le libérer simplement et immédiatement. À la ligne, en cas d'absence du salarié, par exemple, et en cas d'absence du salarié, en cas d'absence du salarié, le patron peut faire venir un huissier en cas d'absence du salarié, le patron peut faire venir un huissier pour constater l'abandon de poste. Pour constater l'abandon de poste. Pour constater l'abandon de poste. L'abandon de poste peut être un motif de licenciement. S'il est malade, s'il est malade, s'il est malade, le salarié doit obligatoirement, dans les 48 heures, en informer le patron. S'il est malade, le travailleur doit obligatoirement en informer le patron dans les 48 heures. S'il est malade, le travailleur doit obligatoirement en informer le patron dans les 48 heures. B, grand B, le licenciement. Grand B, le licenciement. Grand B, le licenciement. Il y a 4 sortes de licenciement. Il y a 4 sortes de licenciement. Il y a 4 sortes de licenciement.
Il y a 4 sortes de licenciement. Donc, voilà, vous mettez licenciement ordinaire, licenciement ordinaire, plus licenciement pour faute lourde, plus licenciement pour faute lourde, plus licenciement pour faute lourde, licenciement pour faute lourde, plus licenciement pour motif économique, plus licenciement pour motif économique, plus licenciement portant sur des personnes protégées, licenciement portant sur des travailleurs protégés, licenciement portant sur des travailleurs protégés, licenciement portant sur des travailleurs protégés, licenciement portant sur des travailleurs protégés. Donc, mettez tiré, non pas B, mettez tiré, oui. Le licenciement ordinaire. Le licenciement ordinaire. Le licenciement ordinaire. Le patron doit d'abord avoir un motif légitime, un motif légitime. Le patron doit d'abord avoir un motif légitime. Le patron doit d'abord avoir un motif légitime. Ah, donc, ce motif n'est pas forcément la faute euh, du travail. Il faut juste un motif légitime. En cas de conflit, ce motif sera à la libre appréciation du juge. Le patron doit d'abord avoir un motif légitime. Ensuite, il doit respecter un délai de préavis. 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 Puis, il doit payer une indemnité de licenciement. Puis, il doit payer une indemnité de licenciement. Puis, il doit payer une indemnité de licenciement. Et enfin, il doit envoyer une lettre de recommandation. Et enfin, il doit envoyer une lettre de recommandation avec accusé de réception. Et enfin, il doit envoyer une lettre de recommandation avec accusé de réception. Avec accusé de réception. C'est cette lettre qui fait courir le délai de préavis. C'est cette lettre qui fait courir le délai de préavis. C'est cette lettre qui fait courir le délai de préavis.
C'est cette lettre qui fait courir le délai de préavis, qui est en fonction du statut du salarié. C'est cette lettre qui fait courir, c'est cette lettre qui fait courir le délai de préavis, qui est en fonction du statut du salarié. Est-ce un cadre, est-ce un technicien, est-ce un ouvrier, etc. C'est bon. Hmm. Qui est en fonction du statut du salarié. Qui est en fonction du statut du salarié. Notez que ces délais sont de 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les autres. Ce délai est de 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les autres. 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les autres. Le salarié a 2 jours rémunérés dans la semaine. Le salarié a 2 jours rémunérés dans la semaine pour aller chercher du travail. Le salarié a 2 jours rémunérés dans la semaine pour aller chercher du travail. Le salarié a 2 jours rémunérés dans la semaine pour aller chercher du travail. Pour aller chercher du travail. En fait, euh, le préavis, c'est pour permettre aux salariés d'avoir un autre travail avant la fin de ce contrat-là, pour ne pas qu'il puisse chômer, pour lui éviter le chômage. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on lui donne 2 jours. On lui donne 2 jours dans la semaine. Par exemple, s'il travaille entre le lundi et le vendredi, on lui donne 2 jours entre le lundi et le vendredi, soit le mardi et le mercredi, soit le lundi et le jeudi, etc. Donc, ces 2 jours-là, il ne travaille pas, mais il sera rémunéré. Donc, il profite de ces 2 jours-là pour aller chercher un autre travail, le temps que les 3 mois s'écoulent. Si c'est un cadre, et pour les autres, ce sera un mois. On se comprend? Voilà. Donc, mettez un autre tiré, le licenciement pour faute lourde. Licenciement pour faute lourde. C'est un licenciement sans préavis. 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 Vous embauchez un gardien ou n'importe quel autre employé dans votre maison. Vous, euh, vous le surprenez en train de voler vos bijoux, par exemple. On ne peut pas vous imposer un délai de préavis. Sinon, vous délai bi jeexee di nga jeexal. Voilà, donc, s'il y a une faute lourde. Toutefois, cette faute, la qualification de faute lourde peut être contestée par le salarié devant le juge. Par contre, par exemple, si vous avez une femme de ménage qui vient en retard ou qui s'est absentée, juste
pour pouvoir la virer, vous qualifiez cette absence de faute lourde. Donc, elle peut contester devant le juge. Maintenant, l'appréciation reviendra au juge. D'accord? Si le juge, le licenciement, qu'est-ce que j'ai dit? Sans préavis, d'accord. Donc, le salarié peut ester en justice. Ester, on dit ester, E-S-T-E-R. Ça veut dire aller devant le juge. Le salarié peut ester en justice pour contester la qualification de sa faute. Parce que s'il commet une faute simple et que vous la qualifiez de faute lourde, évidemment, il peut contester devant le juge. Et la contestation ne sera pas, ne portera pas sur le licenciement directement, mais sur la qualification de la faute. Donc, le salarié peut rester en justice pour contester la qualification de sa faute. Si le juge estime que la faute n'était pas lourde, si le juge estime que la faute n'était pas lourde, si le juge estime que la faute n'était pas lourde, il considérera que le licenciement est abusif. Il considérera que le licenciement est abusif. Si le juge estime que la faute n'était pas lourde, c'était juste une faute simple, que le patron a qualifié de faute lourde. Donc, il a exagéré, disons. Donc, si le juge estime que la faute n'était pas lourde, il considérera que le licenciement est abusif. Il considérera que le licenciement est abusif et condamnera le patron et condamnera le patron. Il considérera que le licenciement est abusif et condamnera le patron à payer des dommages et intérêts. Il considérera que le licenciement est abusif et condamnera le patron à payer des dommages et intérêts, à payer des dommages et intérêts, à payer des dommages et intérêts, à payer des dommages et intérêts. Il paiera également une indemnité compensatrice de préavis. Il paiera également une indemnité compensatrice de préavis. Il paiera également une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de licenciement qui est due, qui est due qui est due lorsque le travailleur, qui est due lorsque le travailleur, qui est due lorsque le travailleur justifie d'une ancienneté d'au moins un an. Lorsque le travailleur justifie d'une ancienneté d'au moins un an. D'une ancienneté d'au moins un an.
Lorsque le travail justifie d'une ancienneté d'au moins 1 an, le licenciement économique. Le licenciement économique. En fait, c'est le licenciement pour motif économique. C'est le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique. Lorsque l'entreprise, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques et financières, économiques et financières, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques et financières, ils peuvent être aggravés. Ils peuvent être aggravés. Ils peuvent être aggravés par le maintien de tout le personnel, par le maintien de tout le personnel, par le maintien de tout le personnel, le patron peut procéder à un licenciement économique. Le patron peut procéder à un licenciement économique. Peut procéder à un licenciement économique. À un licenciement économique. Le patron peut procéder à un licenciement économique. En cas de retour à la normale, 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 les salariés impactés, les salariés impactés, les salariés impactés doivent être privilégiés dans le nouveau recrutement. Doivent être privilégiés dans le nouveau recrutement. Doivent être privilégiés dans le nouveau recrutement. Dans le nouveau recrutement. Dernier tiré, le licenciement portant sur les travailleurs protégés. Le licenciement portant sur les travailleurs protégés. Le licenciement portant sur les travailleurs protégés.
Le licenciement portant sur les travailleurs protégés. Les travailleurs protégés sont les délégués du personnel. Les travailleurs protégés sont les délégués du personnel. Les travailleurs protégés sont les délégués du personnel. Les travailleurs protégés sont les délégués du personnel pour lesquels pour lesquels l'employeur, pour lesquels l'employeur doit demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, doit demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, doit demander l'autorisation à l'inspecteur du travail territorialement compétent à l'inspecteur du travail territorialement compétent à l'inspecteur du travail territorialement compétent qui peut donner un avis favorable ou défavorable. Qui peut donner un avis favorable ou défavorable. Qui peut donner un avis favorable ou défavorable. Ainsi est-il mis à pied en attendant la décision de l'inspecteur. Ainsi est-il mis à pied. Ainsi est-il mis à pied en attendant la décision de l'inspecteur. Donc, en attendant la décision de l'inspecteur, il est mis à pied. Ainsi est-il mis à pied en attendant la décision de l'inspecteur. En attendant la décision de l'inspecteur. Alors, donc, dans une entreprise, s'il y a 10 salariés ou plus, forcément, la loi demande d'avoir un délégué du personnel. Le délégué du personnel, son rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre le personnel et les patrons, et le patron, ou la direction, tout ce que vous voulez. Donc, le délégué du personnel joue un rôle très important dans l'entreprise. Parce que si vous avez plus de 10 employés, vous ne pourrez pas parler avec les 10 employés. S'il y a des problèmes dans le cadre du travail, s'il y a des revendications à faire, l'interlocuteur légal, c'est le délégué du personnel. Donc, il est obligé, le patron est obligé de parler avec le délégué du personnel. Toutefois, il n'est pas obligé de discuter ou de négocier avec les délégués syndicaux. Est-ce que vous me suivez? L'interlocuteur légal, ce n'est pas le délégué syndical, mais c'est le délégué du personnel. Toutefois, le droit de syndiquer, c'est un droit constitutionnellement reconnu. Ce qui veut dire que, sauf dans certaines entreprises hautement sensibles, surtout dans la fonction publique, comme par exemple dans le corps des magistrats, dans l'armée, il n'y a pas de syndicat.
Mais ça, ce sont des exceptions. Mais dans le cadre privé, on ne peut pas refuser à des employés de militer dans des syndicats ou de créer des syndicats. Ça, c'est le droit. Toutefois, on ne peut pas obliger également le patron à négocier ou à discuter avec les syndicats. Comme les salariés ont la liberté de créer mille et un syndicats, le patron n'a aucune obligation de discuter avec ces syndicats. Toutefois, il a l'obligation de discuter avec le délégué du personnel. Donc, si vous avez un délégué du personnel qui, à chaque fois, euh, fait tout pour qu'on respecte les droits des travailleurs, et que vous, en tant que patron, vous ne voulez plus travailler avec ce délégué du personnel, le droit du travail protège le délégué du personnel. Donc, vous ne pourrez pas pas le licencier automatiquement. Il vous faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. Toutefois, pour ne pas que le délégué du personnel puisse abuser de cela, on permet au patron de le mettre à pied. Donc, cela veut dire qu'il ne travaille plus, aucune tâche ne lui est donnée, mais son salaire ne tarde pas. Et également, il peut y avoir une décision favorable de la part de l'inspecteur du travail. Donc, s'il y a une décision favorable, le licenciement est acté. S'il y a une décision défavorable, l'autorisation de licenciement n'est pas actée. Donc, il continue son travail. C'est comme l'immunité qui est donnée aux députés. Hmm? Les députés représentent le peuple. Donc, comme ils représentent le peuple, il faut qu'ils soient protégés. Sinon, ça apporte à toutes sortes de réprimandes de la part de l'exécutif et d'autres partis du pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? Mhm. Respectera? Et- non, 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 il va juste travailler un mois. Toutefois, il peut y avoir un licenciement non fautif. C'est ce qu'on va voir. Ce n'est pas euh, ce n'est pas parce qu'il y a licenciement qu'il y a forcément une faute. Il peut y avoir un licenciement sans faute. Vous pouvez mettre, on était au grand B. Hmm? Au grand B, le licenciement. Grand A, la démission. Grand B, le licenciement. C'était ça. N'est-ce pas? A, licenciement. B, non, A, démission. B, licenciement. Vous mettez à la ligne, vous mettez. Vous allez à la ligne et vous mettez. Le licenciement n'est pas forcément fautif. Le licenciement n'est pas forcément fautif. Le licenciement n'est pas forcément fautif.
Le licenciement n'est pas forcément fautif. Une incapacité permanente partielle. Une incapacité permanente partielle, entre parenthèses IPP. Une incapacité permanente partielle, entre parenthèses IPP. Une incapacité permanente partielle, entre parenthèses IPP. Survenue après un accident de travail. 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 Peut justifier. Peut justifier. Peut justifier une réorientation vers un poste plus adapté. Peut justifier une réorientation vers un poste plus adapté. Vers un poste plus adapté. Peut justifier une réorientation vers un poste plus adapté. S'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, le patron est obligé de le licencier. Le patron est obligé de le licencier. Si c'est une incapacité permanente totale, 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 le licenciement se fait avec indemnisation. Le licenciement se fait avec indemnisation. Je dis quoi? D'accord. Mettez le licenciement abusif est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Le licenciement abusif est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Le licenciement abusif est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Le licenciement abusif est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Par l'octroi de dommages et intérêts. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions?
Alors, nous sommes au dernier cours. Donc, vous avez des appréciations à faire. Je vous écoute. Quelle est votre Si une fois on a compris cet envoyé, comment on peut comprendre les contrats? monde relatif? Il y a un peu de travail. Comment on peut comprendre ces contrats? Les contrats ont des interprétations. Vous pouvez parler des licenciements. Oui, ce sont des licenciements pour modifier. Si l'entreprise travaille, ce sont des licenciements pour modifier. Autre question, suggestion, appréciation, commentaire, critique. On avait aussi qui va aller. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? D'accord. Est-ce qu'on parle? C'est quoi notre appréciation? N'avez pas de ça. C'est quoi votre appréciation? Oui. Puisque c'est que S'il vous plaît. la part de la cité, donc ça va que le contrat. J'avais parce que j'avais dit. Responsable. Ça va, vous pouvez faire. J'avais pas bien demandé.
le droit, donc, de parler à l'entrée de j'étais un ignorant sur la Effectivement, c'est important pour tous ceux qui aspirent à intégrer pour permettre de comprendre certaines choses, de comprendre certaines principes, c'est pas pour toi, c'est également pour l'obligation. Vous avez pu préparer non. Vous n'avez pas besoin de lui, je lui ai dit avec pas des exposés pour l'institution et la république. Pas pour le gouvernement, pour le gouvernement, c'est une voilà, l'exposé idéologique, c'est le sujet que donc, vous avez chaque groupe a un niveau d'expression. Pour ne pas le donc, les la finance, so,